Salut Angatran, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ah, ça va, aujourd'hui on va parler métier, on va parler tech, passion et puis investissement. Donc tu as un profil qui est intéressant et qui pourra intéresser aussi que ce soit des jeunes étudiants ou des jeunes ingénieurs. Et donc je vais te demander de te présenter, quel est ton parcours scolaire, quel métier tu fais aujourd'hui et comment tu es arrivé au métier que tu fais aujourd'hui dans une grosse boîte de la tech. Du coup, en gâtant, j'ai 34 ans. Je suis actuellement directeur commercial dans une entreprise américaine. J'ai un parcours scientifique assez classique. Bac S au lycée. J'ai fait une prépa maths sup maths spé. J'ai intégré une école d'ingénieur en France. J'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme dans une université à Londres. Et juste après, j'avais deux choix entre soit continuer dans la voie purement académique, faire de la recherche ou autre, ou aller ou sortir de ça et aller dans une entreprise privée et me rapprocher davantage de sujets business. Moi, j'ai adoré les maths, j'adore les maths, mais j'avais toujours eu cette appétence pour le business, comment aider des clients à répondre à des besoins très spécifiques, comment fructifier une certaine offre, des revenus, améliorer des marges, etc. Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ça durant mes études. Et du coup, je voulais apprendre davantage via ma carrière professionnelle. J'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise américaine et j'y suis depuis 10 ans maintenant. J'ai eu l'occasion de faire différents types de postes, des postes orientés projet, jusqu'à faire de la direction projet. Et maintenant, je fais de la direction commerciale dans une structure qui est plus orientée business que ce que j'avais pu faire lorsque j'étais directeur projet. En parallèle de ça, je suis très porté sur la culture. On avait fondé il y a 8 ans avec des très bons amis Pangé Productions, qui est une société de production de spectacles. Et on a toujours pour objectif d'un peu disrupter le milieu du stand-up, pouvoir aider les intermittents à être payés à leur juste valeur et tenter de fournir au public des spectacles de stand-up de qualité partout en France. Donc moi, je suis moins investi sur ce projet parce que j'ai moins de connexion dans le milieu du stand-up. Mais en tout cas, ce sont des activités qui tournent encore après 8 ans. Et peut-être le dernier pilier qui m'anime, ça serait l'inclusion, les sujets D'accord. euh, d'égalité des chances. J'ai eu l'opportunité de pouvoir bénéficier de ces programmes-là. Et maintenant, je suis plus dans une optique de redonner à d'autres jeunes euh, Les facilités du que tu as eues, mentorat. Ouais. les facilités que tu as eues. Et du coup, pour revenir à ton parcours, donc tu as fait 2 années de prépa, tu es rentré en école d'ingénieur, tu as poursuivi. Toi, ton profil, du coup, ce que je comprends, c'est que tu aimais bien les maths, mais appliqué à quelque chose de réel, notamment aux aspects commerciaux, Mm. aux aspects profit pour une entreprise. Et du coup, comment tu as trouvé en fait ton premier job? C'est cette société américaine, un grand de la tech américaine. Comment tu as pu trouver ce premier job? C'était facile? Ou est-ce que tu as postulé un petit peu partout? Comment ça s'est passé? Moi, à la base, à ce moment-là, j'étais à Londres et je D'accord. postulais qu'à des postes très orientés ingénierie. Et j'ai postulé à un job en France, un job de business analyst, qui était du coup moins orienté ingénierie et plus orienté analyse de données. C'était pas forcément mon fort parce que j'avais fait des études davantage en génie électrique, en télécommunications, etc. Et à ce moment-là, pour des raisons personnelles, j'ai dû quitter Londres pour Paris. Et pour l'anecdote, c'est que à la base, je ne devais pas avoir ce job dans cette entreprise-là parce qu'à la base, ils avaient recruté une autre personne qui sortait d'une école française. Mais cette personne-là n'est pas venue D'accord. le jour de son début de contrat. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont rappelé
Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe quelques semaines après. Donc c'est un concours de Ouais, circonstances j'ai eu pas mal de chance. assez chanceuse, mais finalement, on t'a quand même pris. Mais à ton avis, pourquoi ils t'ont pris alors que tu n'avais pas forcément un profil orienté comme ils l'attendaient? C'est à l'entretien que tu as fait la différence? Ils ont senti quelque chose en toi? C'est quoi? Je pense que dans les entreprises américaines, on ne va pas forcément, en tout cas dans cette entreprise-là, on ne va pas forcément chercher des gens qui ont de l'expertise sur les différents métiers. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est assez grosse, assez mature, qui est très processisée. Donc forcément, on n'a plus besoin d'avoir une expertise métier pour délivrer des résultats. Mais ils cherchent des personnes qui sont en mesure de résoudre des problèmes. Des problèmes aussi bien logistiques que commerciaux ou autres. Et en fait, on se rend compte que les problèmes, qu'ils soient logistiques, marketing ou autres, sont toujours les mêmes. Exactement. Ce qui est important, c'est ta capacité à les résoudre et d'avoir une méthodologie pour les résoudre. Et je pense qu'avec mon parcours ingénieur, j'avais cette méthodologie-là. Et lorsque je suis venu, lorsque j'ai postulé dans un service où ils prenaient davantage des profils qui étaient peut-être moins matheux que le mien, j'avais peut-être réussi à faire la différence parce que j'arrivais peut-être avec un bagage méthodologique qui était un peu plus fourni peut-être que d'autres candidats. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, c'est plus l'approche qu'une personne a face à un challenge ou à un problème, hein, ça Ouais. peut être les deux, qui a fait la différence. Et aujourd'hui, ce que tu dis, en fait, c'est quel que soit en fait le secteur, c'est pas forcément le bagage qu'il a en termes de diplôme, qu'une personne a en termes de diplôme, c'est plus l'approche humaine et en termes de réflexion qu'une personne a. Et c'est plus ça qu'on recherche aujourd'hui dans les sociétés entre guillemets américaines, Ouais. plus qu'en France. Les sociétés américaines et je pense les grosses sociétés où en fait, je pense qu'au début d'une société, on a besoin d'une expertise parce qu'on a besoin de construire et mettre en place des procédures de manière à scaler un business ou résoudre des problèmes à grande échelle. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait cet investissement au tout début, après, je vais peut-être exagérer, mais c'est plutôt de la maintenance. C'est comment est-ce qu'on arrive à gérer les problèmes qui surviennent, comment on les résout très vite, comment est-ce qu'on arrive à trouver de nouvelles opportunités business ou d'expérience client, et comment est-ce qu'on arrive à valoriser notre offre, notre produit, de manière à pouvoir continuer à grandir, grossir, aller chercher de la croissance. Et lorsqu'on arrive dans des entreprises qui ont ce niveau de maturité, en effet, on va plutôt chercher des profils qui sont en mesure de solutionner des problèmes, plutôt que des gens qui sont experts dans tel ou tel domaine. Par exemple, moi, dans cette entreprise-là, j'ai commencé dans les achats. J'avais zéro expérience dans les achats. Et j'ai fait de la logistique. J'avais zéro expérience en logistique. Et maintenant, je fais du sales, c'est-à-dire de l'activité commerciale. Et pareil, j'ai zéro bagage dans les ventes et autres. Mais j'ai toujours aimé résoudre des problèmes. J'ai toujours été curieux, apprendre des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers. Et j'ai toujours été très porté analytique. Et dans une entreprise où on a de la data, des données qui sont disponibles et qu'on est en mesure d'utiliser ces données-là pour mieux comprendre un problème et le solutionner, je trouve que c'est un avantage. D'accord. Très intéressant ce que tu dis. Ce que tu dis, et je pense que je vais être d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on a été orienté dans un certain domaine qu'on doit y rester. On peut toujours switcher, à condition de se donner les moyens et de vouloir le faire. Ça aussi, c'est parce que si tu as pu changer de poste, c'est parce que tu as demandé à avoir des postes aussi. T'es pas resté dans ton coin et tu as dit j'ai fait de l'achat, je vais rester de l'achat. Tu as demandé est-ce que je peux faire de la logistique, est-ce que je peux passer côté un peu plus commercial, vente commerciale. Et c'est ça qui a fait aussi la diff, c'est de vouloir le faire aussi. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. En gros, je pense qu'il y a certaines qualités qui m'ont aidé et qui me caractérisent. C'est la curiosité. C'est que moi, j'aime beaucoup apprendre et j'ai envie d'avoir un profil qui est un peu touche à tout, où même si je ne suis pas expert, j'ai une connaissance minimale sur différents domaines.
Le deuxième, c'est, et je le redis, c'est une vraie appétence à résoudre des problèmes. Plus les problèmes sont complexes, et plus j'adore ça. Et à un moment, tu vas résoudre, et les problèmes que tu vas résoudre côté finance, côté marketing, côté logistique sont très différents. Donc, lorsque tu aimes résoudre des problèmes et que tu es curieux, tu as envie d'aller chercher des problèmes variés de manière à ce que tu sois stimulé. Et le troisième point, c'est vouloir se développer personnellement. C'est-à-dire que demain, si on a envie d'être un dirigeant d'entreprise, il faut avoir des connaissances minimum en finance, des connaissances minimum en logistique, des connaissances minimum en vente. Et si on s'enferme dans un métier, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir, mais on a peut-être moins d'agilité pour potentiellement diriger une entreprise qui forcément touche à tout et dans laquelle on doit peut-être manager et diriger des métiers qui sont très différents. Très intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser aussi à moi, où à un moment, je touchais à beaucoup de choses, entre guillemets, mais de loin. C'est-à-dire que j'avais des connaissances dans tout et il fallait gérer des personnes qui étaient un peu plus techniques. L'avantage que ça me donnait, c'est de savoir si les choses allaient bien s'agencer. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il y a besoin de connaître grosse maille et de savoir si les choses s'agencent bien les unes entre elles. Et c'est ça qui permet de bien mener les projets à terme. Il n'y a pas besoin d'être un expert, être enfermé Ouais. si on veut gérer, évidemment, à grande échelle. Du coup, moi, j'ai deux questions qui me viennent par rapport à ton parcours. C'est première question, pour qu'on en sache un peu plus. Est-ce que tu t'es orienté vers une entreprise tech parce que tu avais une passion pour la tech? Mm. Et la deuxième question, vraiment grosse maille, quelles sont les activités aujourd'hui de responsable commercial, mais vraiment de façon standard, pas liée à ton entreprise, Ok. ce qu'un responsable commercial et des ventes ferait dans n'importe quelle entreprise? Ok. Moi, j'ai choisi la tech parce que j'étais très porté innovation et à travers mon parcours académique, en effet, j'ai toujours voulu comprendre comment est-ce qu'on pouvait ramener du progrès technologique pour améliorer le quotidien des gens. Donc, j'ai eu une préférence pour les entreprises tech au tout début, lorsque je cherchais un premier métier. Ça l'est toujours. Enfin, je suis ultra intéressé par la tech. Là, dans la tech, il s'est passé tellement de choses ces 10 dernières années. Il va encore se passer énormément de choses avec le développement de l'intelligence artificielle et autres. Et si tu veux, on pourra revenir un peu plus là-dessus si besoin. Mais pour répondre à ta deuxième question, euh, un directeur commercial, il va gérer tout le parcours de vente du début à la fin. Tout d'abord, il y a un gros... le premier point qui est important, c'est la prospection. C'est de bien connaître son territoire et sa cible de clients et prospecter les clients qui ont le plus de potentiel et qui peuvent générer le plus de valeur pour l'entreprise. Le deuxième point, c'est une fois qu'ils sont prospectés, comment est-ce qu'on arrive à les engager, à avoir un premier engagement et faire en sorte qu'ils utilisent votre solution, qu'ils se créent un compte sur votre plateforme, qu'ils achètent un premier produit. Et après, c'est comment est-ce qu'on arrive à les engager sur du long terme, de manière à ce qu'ils puissent potentiellement faire des dépenses récurrentes, s'engager sur des solutions plus complexes, si jamais on vend de la tech, ou faire en sorte qu'ils puissent avoir potentiellement un engagement contractuel sur du long terme avec vous. Ouais. Et peut-être pour terminer, c'est s'assurer, sur ce cycle-là, comment est-ce que, en plus de la croissance et de la valeur que l'on apporte au client, comment est-ce que l'on s'assure que l'expérience du client à travers ces trois grosses buckets est optimale. C'est-à-dire que le client est content et satisfait de la manière dont on l'engage, est satisfait du produit et des solutions qu'on lui offre, et satisfait de la relation commerciale qu'il a avec nous, par exemple. D'accord, en fait, c'est
surtout orienté client, bien le comprendre, ce qu'il veut et comment on peut améliorer la relation client pour qu'il reste Mm. fidèle. C'est ça. Ok, très bien. Euh, Toi, c'est pour, par exemple, nos éditeurs qui seraient étudiants. Le secteur de la tech, comment tu le vois évoluer? Est-ce qu'il y aura des perspectives d'évolution, beaucoup de métiers dans la tech, notamment avec l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui, mais qui avait commencé, si vous voulez, il y a déjà plus de 8 ans, même plus en fait. Moi, j'étais dedans il y a 8 ans, Mm. donc 9 ans maintenant, on est en 2025, mais aujourd'hui, ça a pas mal évolué, on Mm. en parle. Comment tu vois le secteur évoluer? Est-ce qu'il y aura des nouvelles perspectives d'évolution pour les salariés? Est-ce que les métiers vont changer? Je pense qu'en termes de perspective, énormément de- il y a énormément d'opportunités maintenant, il y en aura énormément plus tard. Euh, la tech a un gros besoin en développeurs. Et là, on est sur un segment de marché où il y a un manque de développeurs par rapport aux besoins de ce segment-là. Développeur, ça veut dire coder des logiciels, coder des applications, faire en sorte d'innover, penser les applications de demain, faire des debugs et autres. Enfin, je ne pense pas me tromper en disant que si jamais on fait des études euh, dans le coding, dans le développement de logiciels, vous êtes quasi certain d'avoir un bon job dans des boîtes innovantes, potentiellement avec un bon salaire dans le futur. Euh, il y a peut-être des changements qui vont avoir lieu avec le développement de l'intelligence artificielle. Personnellement, moi j'ai une vue plutôt optimiste, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va plutôt aider les salariés à être plus efficients, gagner en temps, réduire les tâches à faible valeur ajoutée. D'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que les développeurs vont passer moins de temps à débugger un mauvais code. Ils vont passer plus de temps à tenter d'imaginer des nouvelles applications, à designer des nouveaux produits et autres. Je pense que ça va continuer. Euh, et il y a peut-être un risque sur des typologies de métiers, puisque on voit aussi qu'il y a des solutions no-code qui se développent, c'est-à-dire que Exactement. maintenant on peut euh, designer une application sans forcément avoir des connaissances en coding. Euh, et c'est pour ça qu'il va être nécessaire d'avoir une expertise et de se senioriser peut-être dans des domaines très spécifiques, parce que les codes de base et les applications de base, je pense que demain, n'importe qui, qu'ils aient des connaissances en coding ou non, va pouvoir les faire. J'y pensais parce que c'est vrai que tu me disais que on allait avoir vraiment une demande dans tout ce qui est programmation, personnes qui savent coder. Et d'un côté, c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de personnes ne codent plus, ils utilisent l'intelligence Mhm. artificielle entre guillemets pour coder. Donc moi, je pense comme toi qu'il y aura beaucoup d'opportunités et que certes, il y a des métiers qui vont disparaître. C'est surtout les métiers entre guillemets dits répétitifs Mhm. sur lesquels, bah, en fait, les personnes exécutent des tâches répétitives que, bah, évidemment, l'intelligence artificielle pourra faire à Plus leur vite, ouais. place. Mais du coup, je pense qu'il faut surtout anticiper cette Mhm. période-là et de se dire, bah, c'est là, je dois prendre le train. Et si je suis dans ce type d'activité, déjà gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle, pas faire Mhm. les tâches Ouais. répétitives et justement les générer grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça fait un gain de temps pendant cette période de transition. Et puis de s'orienter sur des métiers où on utilise l'intelligence artificielle. Et c'est là où je pense qu'il y a un switch à faire Mhm. aujourd'hui, dès maintenant, pour les personnes. Typiquement, les métiers de caissière, Mhm. ça a plus existé, mais ça, on le sait plus ou moins. Limite, il y aura des métiers de service un peu moins, des métiers de commande un peu moins, etc. Mais effectivement, je pense hein, demain, les avocats, les comptables vont utiliser l'intelligence artificielle Mhm. pour travailler à leur charge. Ouais.